d'accord et le Congolais qui ne sont pas d'accord. Comment vous analysez cette guerre entre le Congo et le Rwanda aujourd'hui? Plus de 3 décennies. Une guerre qui ne nous met pas ensemble pour nous permettre d'attaquer l'ennemi, mais par contre, cette guerre nous divise et nous affaiblit à travers certains frères qui sont aujourd'hui manipulés par l'ennemi. Comment vous analysez cette guerre depuis le temps jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est une guerre où ils allaient parce que Tshisekedi est président de la République? Parce qu'on a vu, à un certain moment, on voulait dire que c'est Tshisekedi le problème. Si Tshisekedi n'est pas là, il n'y aura pas la guerre. M23, bah, s'il l'a déjà. M23, bah, parce que c'est Tshisekedi qui les a invités. Quelle est votre analyse par rapport à la situation de la guerre entre le Congo et le Alors, avant que moi je commence, il y a une semaine, les rebelles ont organisé un meeting à Goma pour sensibiliser les gens à se faire recruter dans l'armée. Alors, il y a un jeune garçon courageux à Goma qui a eu l'audace de poser cette question telle que vous venez de la poser. Je voudrais que les Congolais suivent cette question-là. Très bien. Je voudrais que les Congolais suivent cette question. Et puis, je vais vous interpréter ça, c'est à Swahili. Je voudrais que la vidéo passe. Et puis, je vais vous dire c'est la question que l'on m'a posée et la réponse que le jeune lui-même a accordée à ces rebelles. Très bien. Allez, on va suivre. Général, si on parle le même langage, on va suivre cette vidéo. On se retrouve après et nous allons avoir des explications parce que c'est en Swahili. À tout à l'heure. Est-ce que munasema batu baende kujarule baende mwarme, lakini koze yenye iko batu hawayua koze profo ya vita yetu na vivre vita hatuione hapa mu 2018, vita tuione mu 2012, vita tunaiona tangu zamani. Sasa batu bamingi hawajue eske tutaenda gombania nini, eske probleme ya hii vita ni nini, eske probleme ni Tshisekedi? Tshisekedi anakuya mu 2018. Sasa kama ni Tshisekedi meya wa mji atatuambia mu 2012 kulikuwa vita, eske probleme ilikuwa Kabila? Atatuambia mu 2001 kulikuwa vita. Donc utuambie kozi profo hapa tuko wapatriote tunawezi gombana, lakini hatuwe tutagombania nini? Sepulikuwa muko naona munainvite batu banakosekana, kama hiyo watenda mu vitu gani? Alors mutuambie kama shida ni uongozi ya Kinshasa. Alors les jeunes sont en train de dire ceci. Ils posent la question aux rebelles. Vous nous sensibilisez pour que nous puissions vous suivre dans votre schéma de la rébellion. Quel est le vrai problème? Lorsque vous parlez de causes profondes, quelle est la cause profonde? Puisqu'il dit, voilà, aujourd'hui vous allez nous dire que c'est Tshisekedi que vous voulez combattre. Mais nous avons vu aussi M23 en 2013. Kabila a été président. Est-ce que c'était lui que vous combattiez ou c'était un autre problème? Il dit, nous avons vu en 2001. Il a oublié de parler de 96. Vous étiez le même. Tshisekedi n'était pas là, c'était Mobutu. Quel est votre objectif? Et c'est là que je voudrais dire aux Congolais que la profondeur de ce que ces jeunes qui prennent le risque qu'il est à Goma de dire aux rebelles, c'est ça que les gens doivent comprendre. Puisqu'aujourd'hui, la propagande rwandaise est en train de vouloir montrer aux Congolais qui sont en train de se battre contre la gouvernance de Tshisekedi. Alors que non. Et les jeunes, quand ils posent la question en leur disant, lorsque vous vous êtes battu contre Kabila, et aujourd'hui vous êtes avec lui, est-ce que c'était encore Tshisekedi qui était là à cette époque? Je voudrais que les Congolais les sachent. Cette question de la guerre que le Rwanda nous impose n'a rien à faire avec la personne de Tshisekedi. C'est une guerre contre la République. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de mettre à coupe réglée, de dépiécer la République démocratique du Congo pour qu'il y ait une partie de ce pays qui répondent directement au Rwanda pour deux raisons, et je reviens encore toujours, les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires. Donc, c'est ça l'objectif final de cette guerre. Que ce soit qui c'est du président, ou d'aimer quelqu'un d'autre président, tant qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, ou tant que la RDC n'a pas développé de capacités pour les empêcher d'atteindre leurs objectifs, ils reviendront. Donc je voudrais vraiment que à ce stade, le Rwanda n'arrêtera jamais d'attaquer la RDC, même si Tshisekedi partait, même si c'est Kabila qui revenait président, par magie on prenait Fayoulou, une autre personne, vous ou moi,
si on est, je ne sais pas par quel mécanisme, mais par la voie électorale, devenons président de la République aujourd'hui, le Rwanda ne va pas arrêter de nous attaquer. Il ne va pas arrêter de nous attaquer tant que nous ne développons pas nous-mêmes des capacités réelles de nous défendre, ou tant qu'ils n'ont pas atteint l'objectif de dépiécer notre pays, à créer à côté du Rwanda un autre État qui serait à leur solde. Donc je voudrais vraiment que les gens les comprennent. Et quand ils parlent de causes profondes, j'ai même entendu certains évêques commencer à utiliser le mot cause profonde. Cause profonde. C'est aussi le langage de l'opposition. En fait, cause profonde, c'est de dire que voilà, il y a des populations qui parlent une langue, qui sont à côté d'un État, ils ne sont pas aimés par cet État, il faut les laisser avoir leur propre État. Et c'est ça qu'ils appellent cause profonde. Alors, lorsque les Congolais commencent eux-mêmes à utiliser le langage de l'ennemi pour dire que nous, on n'a pas encore résolu les causes profondes, quelle est la cause profonde? Cause profonde, en fait, c'était le langage, le narratif du Rwanda. Oui, l'ennemi a utilisé ça. Il utilise ce narratif. C'est lui qui a pondu. Pour dire que la vraie cause profonde, c'est qu'il y a une partie des Congolais qui ne sont pas aimés et que donc, il faut les laisser s'autonomiser autour de leur pays, les Rwandais. Et donc, quand les Congolais utilisent le mot cause profonde, je me pose la question, mais c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et c'est pour cela que les émissions comme celle-ci nous permettent effectivement déformer les Congolais pour qu'ils ne tombent pas directement dans une manipulation faite par l'ennemi. Cette guerre, c'est pas une guerre contre le président Tshisekedi. Puisque sinon, elle n'aurait pas été menée en 2013. Cette guerre, c'est pas la guerre contre, c'est une guerre contre l'État congolais. Et donc, tout celui qui se dit congolais, il doit aller. Tous ceux qu'ils ont déjà utilisés depuis 2000, depuis 1996, jusqu'à aujourd'hui, ils les ont utilisés comme des marionnettes. Si vous lisez les livres d'un des éminents journalistes de l'Est, Nikez Kibel Beloka, qui a écrit sur les marionnettes congolaises, vous allez vous voir que de Laurent Désiré Kabila, heureusement que lui s'était converti après, jusqu'au RCD, jusqu'aujourd'hui, c'est déjà qu'on utilise, on les cisse, et puis après on les jette, on reprend encore d'autres Congolais, on fait la même chose. C'est pour vous dire que on utilise des marionnettes, mais cette guerre, c'est une guerre dirigée contre la République démocratique du Congo, sa souveraineté et son unité. C'est-à-dire, l'ennemi cherche à avoir un gouvernement qu'il va gérer. Un gouvernement de Kinshasa que lui va contrôler. Non, non, non. Ça, c'est un objectif. C'est un objectif dans l'objectif. Mais vraiment, ce qu'il veut, c'est d'avoir à côté de l'État rwandais un autre État qui est à sa solde, dans lequel il peut extraire les minéraux, qu'il peut diriger à sa guise, et selon lui, qu'il aiderait à avoir une anticipation sécuritaire à l'intérieur de la RDC. Un État proche de lui, c'est-à-dire par la balkanisation. Par la balkanisation, bien sûr. Il faut bien lire les livres. Il faut lire, par exemple, Pierre Péa, qui a écrit sur cet État qu'ils appellent État tampon depuis longtemps. Il faut lire tous ceux qui ont écrit, Onana a écrit sur ça et tous les autres, c'est pour vous dire que l'objectif principal de l'ennemi, en parlant de causes profondes, c'est d'essayer d'embrayer sur une cause identitaire en disant, il y a une population qui parle l'autre langue, qui est marginalisée en RDC, pour les aider. Il faut qu'ils aient leur propre État. C'est ça le narratif. C'est ça qu'ils appellent la cause profonde. Et donc, j'invite vraiment les Congolais à ne plus utiliser ce terme de cause profonde qui est le terme de l'ennemi. Donc, ça dit, Maël et ennemi Ezali, tout le monde a lingala pour Congolais Mourayo Kango. Ezana, ennemi a lingala la qui s'abato que. Ezana bato moko. Balubara monoko moko. Mais bavanda na mabele ya Congo. Bato wana balingi bango te na Congo. Bato wana bazangi esika kokende. À la limite, esengeli bato wana bazala na mabele na bango. Mabele na bango bakozala nango kaka na nzela ya balkanisation. C'est-à-dire kokata eteli ndambo ya mboka. Oyo kozala na contrôle ya bato bango bazo défendre le droit minoritaire. Mais na sima nango ezali pona kozwa minéré, pona koteka, pona kozala na contrôle sécuritaire ya kuwe wana nyoso mobilité. Pona bazo poursuivre la case. En tout cas, là, vous l'avez dit de manière très claire. Mais la précision que j'aimais, c'est qu'en réalité, la population qu'ils prétendent défendre n'est pas d'accord avec eux. Très bien. Il faut le dire clairement. Il n'est pas d'accord avec eux. C'est comme ça que vous trouvez, par exemple, tous les groupes, la grande partie des groupes de Wazalendo, ce sont des Hutus qui parlent la langue, les Kinyarwanda, mais qui ne sont pas d'accord avec le plan qui est préparé par les Rwandais, notamment par le régime de Kigali. Alors, est-ce que vous pensez que l'opposition aujourd'hui
je vais les appeler opposition armée, bien que l'opposition armée dans la Constitution n'existe pas. Mais l'opposition armée, parlons des Nanga et tout ce genre-là. Est-ce que Baza conscient de cette manipulation aux ennemis à Zosan? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Il y en a qui sont partis sans le savoir, mais tous ceux qui sont à Goma maintenant, ils sont conscients qu'ils sont tombés dans les grands pièges. En tout cas, ceux qui sont allés, bon, la plupart d'entre eux, c'est des marginaux. Ouais. Ceux qui étaient les plus consistants d'entre eux, c'est comme ça que vous avez trouvé que quelqu'un comme Magloire Paloukou, lorsqu'il s'est rendu compte, il a suffi qu'il commence à se questionner pour dire, mais finalement, nous sommes dans quoi ici? On l'a tué. En tout cas, ceux qui sont comme lui dedans et comprennent qu'ils sont entrés dans une aventure qui n'a pas d'avenir. Alors, parce que vous parlez de la manipulation, la situation dans laquelle le Congolais, au Bazaba électeur, n'a pas vivre pour le moment. Bazo peut sa vision impression. Lorsque les rebelles arrivent, Bazo Tcha Minda, Bazo Sara Salongo, Bazo Futsa Bango Batax, nous avons même suivi un député qui est vraiment perdu, hein, Daniel Safou, c'est vraiment qui est perdu. Je ne sais pas si on pourra le récupérer un jour, mais c'est un homme qu'on a vraiment perdu. D'abord, ici, il était irrécupérable, mais de l'autre côté, je pense que c'est fini pour lui. Le gars, ils veulent donner l'impression que Bato Bazana Goma, Bato Bazana Bukavu, Bato Bazana Uvira, dans ma territoire ou dans zones occupées par le rebelle, bah, on vit dans la condition, madame. Vous êtes député, et ça base naïo. Quelles sont les conditions aujourd'hui au Badegonabiso, Bazar au vivre aux électeurs? Alors, je vais répondre à cette question à 3 étapes. Allez-y. La première étape, c'est de vous montrer par des cartes où se trouvent ces gens. Parce que vous savez, quand ils parlent dans les médias, ils amplifient trop. Je voudrais vous montrer par des cartes où est-ce que ces gens se trouvent. Allez-y. Et quand vous allez voir, la deuxième chose, je vais vous montrer la méthode qu'ils utilisent pour mater les gens. Et vous allez sentir vous-même que ce que nous vivons aujourd'hui dans les zones occupées, c'est de la colonisation. La colonisation. La colonisation. Peut-être un peu plus virulente que la colonisation que les Belges ont fait ici. Je vais vous montrer par les images la manière par laquelle les Congolais, dans leur pays, sont traités par les étrangers dans cette zone qu'on appelle zone occupée. Les traitements inhumains. Les traitements inhumains. Alors, on va commencer avec la première vidéo. On va commencer par la première carte. La première carte. La carte que vous voyez là, c'est une carte qui vous montre effectivement quelles sont les zones qu'ils occupent. Comme vous pouvez bien le voir, vous allez voir que les zones qu'ils occupent, c'est des zones qui sont à la frontière avec les Rwandais. Cet élément est capital. Il faut que vous le sachiez qu'ils se concentrent à la frontière avec les Rwandais parce que à tout moment, ils peuvent obtenir une intervention du Rwanda la plus décisive lorsqu'ils sont directement attaqués. Mais aussi, ça correspond bien évidemment à des espaces qu'ils convoitent. Je vois. Ça correspond à des espaces qu'ils convoitent. C'est pour cela que vous trouvez que dans toutes les négociations, ils insistent sur le permanent. En fait, permanent, c'est pour dire, laissez-nous, pendant beaucoup de temps, continuer à gérer. La possibilité de gérer, d'exploiter l'espace que nous occupons, qui est l'espace qui est contigu à leurs frontières. Le deuxième élément que je voulais vous montrer, c'est qu'ils gouvernent par la torture. Je voudrais que les images que je vous ai amenées, que vous puissiez le voir. C'est-à-dire que c'est la peur, c'est la torture. Vous allez voir des populations qui sont torturées jour et nuit. Et regardez par exemple la vidéo qui est là. Ça, c'est à la plage du peuple à Goma. Les gens qui sont allés puiser de l'eau. Regardez comment ils sont en train d'être faits. Torturés pour rien. C'est une usine de captage d'eau. L'usine de la régie des eaux de captage d'eau de Goma à la plage du peuple. Tabassé. Voilà ce qu'ils appellent la paix. Déjà qu'ils sont tabassés. Vous allez voir par exemple une autre vidéo là-bas. C'est le pseudo-maire de la ville qu'ils ont installé à Goma par, comme vous le savez, qui seulement quelqu'un est conducteur de bus. C'est la vidéo des gens qui ne sont pas allés à la marche. Les gens qui ont refusé d'aller à la marche, ils venaient de Idju pour Goma. Regardez comment les Congolais sont en train de traiter dans le pays.
Est-ce que vous regardez? Si, C'est des jeunes enfants, il y a des jeunes de 13 pour ans. avoir refusé de participer. Pour avoir refusé de participer, pendant la marche, ils avaient des activités qu'ils allaient faire à Idju. Regardez comment ils sont fouillés dans leur propre pays. C'est pas possible. Même les Belges n'ont pas fait ça. Non, non. Alors là c'est le maire de la ville lui-même, hein, leur maire, c'est le maire de la ville, qui prend un nombre de taxis, seulement il dit qu'il n'est pas allé au salon, alors qu'il transportait des gens qui allaient au travail, il les tabasse. Lui-même prend les bâtons, il tabasse, il les fracasse. Ça, c'est leur maire de la ville. Ça, c'est la vie de tous les jours des zones qui sont occupées par les Rwandais. C'est de la colonisation. Et si vous voyez aujourd'hui, tous ceux qui ont les moyens de quitter Goma ont déjà quitté. Tous ceux qui avaient les moyens de quitter Bukavu, ils ont déjà quitté. Tous ceux qui ont eu les moyens de quitter Uvira, vous voyez le nombre de réfugiés que nous avons à Uvira, à Bujumbura aujourd'hui. C'est-à-dire que la population ne peut pas supporter. Il n'y a que ceux qui n'ont pas les moyens de quitter qui acceptent de rester dans ces zones puisqu'ils n'ont pas où aller. Mais tous ceux qui ont les moyens de quitter ont quitté. Et c'est de leur stratégie, essayer de pousser les gens à abandonner leur terre. Et c'est ça malheureusement. Donc, ils sont en train de contraindre les gens. Contraindre les gens à quitter ces zones pour qu'ils les occupent. Donc, je voudrais vraiment que les gens comprennent qu'avec les méthodes qu'ils utilisent, puisqu'ils tuent les gens. Vous avez suivi un musicien ils sont venus, ils l'ont tué à pleine ville. Oui. Même les gens qui sont entrés chez eux, je vous ai parlé de Magloire Paloukou ici, par le fait qu'il a eu une petite contradiction avec qui allait dire, mais quand même, nous aussi, on est là, prenez-nous en considération. Tout là, on te prend en considération dans une zone occupée. On l'a tué, on l'a criblé de balles. C'est pour vous montrer que c'est des méthodes d'intimidation qui sont utilisées pour contraindre les Congolais à pouvoir quitter les zones qui eux, veulent faire. Donc, ça dit, les gens vivent dans des conditions infrahumaines, avec peur, traumatisme. Tout le jour. Traumatisme, meurtre, les gens sont enrôlés de force dans la rue. Vous allez voir une vidéo là, dans les quartiers de Majengo à Goma, où ils prétendent faire des couvre-feux, mais en réalité, c'est pour essayer d'enrôler. Ils prennent tous les gens dans les quartiers, et tous les jeunes dans les quartiers, on vient les rassembler à un endroit, et si des pierres même, ils les mettent par terre, alignés comme où on les enrôle de force pour qu'ils soient qu'on en fasse des soldats. Donc c'est des images qui vont revenir après. C'est pour vous montrer les conditions dans lesquelles les gens sont en train effectivement d'endurer. Mais malgré ça, vous voyez qu'il y a des courageux. Vous avez vu par exemple, ils ont organisé par force des marches. Par force. Ils ont forcé les gens à venir. Mais les gens à Goma ont dit, bon, comme vous avez organisé votre marche, nous aussi maintenant on organise la marche contre l'occupation rwandaise. La répression qui s'en est suivie, et je suis sidéré de voir que les médias nationaux n'ont pas relayé la répression. Ils ont arrêté les gens la nuit. Et même les courageux qui ont bravé l'armée rwandaise, si vous voyez comment ils ont été, mais l'image que ça vous montre, c'est vous dire comment les Congolais de cette partie-là ont compris. Ils ont compris qu'il faut se battre. Il faut se battre pour leur terre, il faut se battre pour leur pays. Et c'est ça même l'essence de Wazalendo. Ils existent, ils sont partout. Même dans les zones occupées, ils sont encore là. Il faut que l'État congolais, maintenant, ça c'est notre devoir, de pouvoir les organiser pour que cette résistance... On a l'impression, c'est comme si la guerre ne concerne que la population de l'Est. C'est ça, en fait, l'impression que nous avons par rapport à ce qui se passe à Kinshasa et dans d'autres provinces. Non, mais je crois que maintenant, là, je peux vous dire avec satisfaction que la cause de la guerre, elle est maintenant embrassée par l'ensemble de la population congolaise. C'est maintenant passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire que les gens doivent se mobiliser à rejoindre massivement les forces armées. Passer à l'action veut dire que même nous qui gérons, nous devons avoir conscience que c'est là que nous devons mettre le maximum de moyens si nous voulons effectivement que demain, on nous respecte et que notre pays ne subisse plus des humiliations comme ça. Mais à côté, le rebelle utilise aussi la désinformation. Alors maintenant, au niveau c'est l'arme de l'information. C'est l'arme politique pour laquelle, effectivement, c'est la bataille que nous avons perdue. La bataille de l'information. En fait, quelle est leur stratégie? Ils ont pris des Congolais, des jeunes ou des vieux que nous connaissons, qui ont une notoriété
dans la communication à la République démocratique du Congo. Déjà comme Steve Wemby, hein, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez, Bien sûr. les jeunes comme les Rodriguez Kachouva, ainsi de suite. Mais je vous montre des images ici, pour que vous voyez comment leur compte fonctionne. Quels sont les comptes de tous ces jeunes-là qu'ils ont recrutés parmi les influenceurs congolais? Ah, ils ont recruté aussi. Ils ont recruté parmi les Congolais. Vous allez voir, par exemple, les images que je vous montre là, les comptes Twitter. Ils sont hébergés au Rwanda. Ah bon? Regardez Steve Wemby. J'ai mis son image là-bas. Si. Son compte Twitter est hébergé au Rwanda. Et tous les autres jeunes, les Rodriguez Kachouva et tous les autres, il faut voir les images. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les informations qu'ils relayent, la propagande qu'ils relaient, elle est conçue par un bureau stratégique de communication qui est basé au Rwanda. Donc, tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Un bureau stratégique de formation qui est basé au Rwanda. Et donc, lorsqu'ils font des tweets, il y a des instruments de communication, des propagations à grande vitesse qui sont installés pour que les tweets atteignent le maximum de Congolais au même moment. Et si vous voyez par exemple la récurrence de leurs tweets, lorsqu'il y a un événement, je prends l'exemple de la prise de Uvira. Ils ont annoncé la prise de Uvira, mais les M23 étaient encore à Luvungi. Ils ont tellement fait des tweets que tout le monde a cru que Uvira était déjà tombé. C'était de la manipulation d'une manière anticipée. Et même les FARDC ont quitté la ville de Uvira, croyaient qu'elle était déjà tombée alors que l'ennemi était encore à 30 km. Ici, dernièrement, ils ont fait des tweets communiqués puisqu'ils voulaient attaquer les Grano. Et donc, il y a une délégation congolaise qui a été conduite en Ouganda pour parler avec le président Museveni. Aussitôt qu'ils ont compris que nous sortions de là, ils ont fait des tweets systématiques pour dire que le président Museveni vient de déclarer qu'une partie de l'Ituri et du Nord Kivu appartenait à Ouganda. C'est une fausse information. Est-ce que vous comprenez? Tout ça pour créer les doutes dans les esprits des Congolais, les amener à détester de l'autre côté, pour que, en fait, opposer la République démocratique du Congo à Ouganda. C'est une machine d'intox et de propagande. Malheureusement, maintenant ce que je vais dire, malheureusement, nous tous nous sommes tombés dans le piège. On a commencé à dire. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les tweets de Rodriguez Kachouva, lorsque vous prenez les tweets de Steve Wemby et que vous les retweetez ou vous les mettez vous-même dans un groupe WhatsApp, vous participez à la propagande rwandaise. Et c'est là que le message que je donne aux jeunes Congolais. Les gens là, comme vous les connaissez, vous avez vu les tweets, vous avez vu que je vous ai démontré qu'ils sont tous hébergés au Rwanda, où c'est le Rwanda qui conçoit les messages qu'ils doivent relayer pour faire la guerre de formation. Il faut qu'attaquer les Congolais partout où vous vous retrouvez. Lorsque vous voyez les tweets, même les tweets qui sont bons, puisqu'il faut le bon et le mauvais, faites tout pour les bloquer. Faites tout pour ne pas participer à la propagation de leurs fausses informations. Toutes les informations qu'ils mettent à votre disposition, c'est de la manipulation. Toutes les informations liées à la sécurité. Même la guerre de l'Est. En fait, il faut aussi la diversion. Justement, relayer aussi des bonnes informations du gouvernement. Mais il faut absolument que les gens les sachent que ces gens, les informations sont donc il faut pour se faire crédibiliser dans l'opinion. Et ils sont connus. C'est comme ça déjà afficher les trucs pour que les gens ne tombent pas dans la désinformation. Puisque c'est là où vraiment ils ont réussi à nous mettre mal à l'aise, apprenant des Congolais qui ont une certaine petite notoriété à les payer, à reprenant leurs comptes pour que ces comptes deviennent des comptes de propagande de l'ennemi. Très bien. Allez, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Ce qu'il faut retenir à Isaac, la guerre au ennemi à Zosalabiso Lelo, c'est que le Rwanda est en train de faire dans notre pays. Il ne le fait pas parce que Tshisekedi est président de la République. Le Rwanda aujourd'hui nous impose pas la guerre parce que Tshisekedi est président ou c'est parce que Soumi doit être premier ministre. Le Rwanda depuis, l'objectif principal, c'est de balkaniser l'Est du pays.
Parce que quand il va être si a réussi qu'au balkaniser la République démocratique du Congo du parti l'Est, du côté, il y a parti Est et API, il aura de l'économie, un couloir économique, le couloir sécuritaire aussi, et il a la terre. Il peut exploiter. Il a combattu depuis la République démocratique du Congo, les notés. De tout le temps, tant que l'objectif est là, doit atteindre, il ne va pas arrêter. Donc aujourd'hui, le Rwanda, même si on lui donnait tout, ce qui atteindre l'objectif, il y a balkanisation, qu'on a une mission à compléter. Vous êtes Congolais, vous devez être patriote. Malheureusement, il y a des Congolais qui sont manipulés. Il y a des Congolais qui sont devenus supplétifs aujourd'hui du Rwanda. Il y a des Congolais qui ont accepté d'être les marionnettes du Rwanda. Il y a des Congolais qui ont accepté d'être la solde à Rwanda. Malheureusement. Malheureusement. Il y a des prêtres catholiques. Il y a des journalistes. Il y a des militaires. Il y a de la population. Il y a des politiques. Dans un premier temps, vous avez l'impression c'est comme si vous vous battez contre un régime. Vous avez l'impression c'est comme si vous vous battez pour le peuple, pour la souveraineté, pour le développement, pour l'avenir de ce pays. Mais, mais l'objectif est d'aller. Mouzé, le père, a été manipulé. Mais le jour où il a pris conscience, il a été vite éliminé. Magloire Paloukou avait aussi accepté d'aller rejoindre les autres. Mais tant qu'il a eu conscience, il a été vite éliminé. La plupart des Congolais aujourd'hui qui acceptent de quitter Kinshasa pour rejoindre les rebelles à Goma, dans un premier temps, et vous voyez apparaître, c'est comme si c'est une bonne démarche. Mais la finalité, vous allez payer. Vous allez payer par la finalité. Vous êtes en train de servir, vous donnez des béquilles à l'ennemi pour que l'ennemi arrive à balkaniser. La guerre ici, Ezali, la guerre est à venir pour notre pays. Ezali, guerre est à Tshisekedi. Tshisekedi passera. Sur le Rwanda, Tshisekedi était le problème. Pourquoi a-t-il combattu Joseph Kabila? Si Kabila était le problème, pourquoi à l'époque avait encore combattu Mouzé le Père? Ceux qui Mouzé le Père a dit problème, ingrat, tout ce que vous voulez là, pourquoi a-t-il combattu Mobutu? Ainsi de suite. Donc le Rwanda, il est dans une logique où il faut atteindre la souka, c'est la balkanisation. Tant qu'il n'a pas encore atteint son objectif, peu importe celui qui deviendra président de la République, il va croiser le Rwanda sur son chemin. Détrompez-vous que vous vous battez contre Tshisekedi. L'ennemi commet sur le Rwanda. Malheureusement, au lieu que la guerre nous mette ensemble, les enjeux de la guerre nous divisent. Pour des intérêts mesquins des politiques. Chaque politique tire la couverture de son côté. Et il trouve que c'est le moment d'organiser quoi que ce soit pour que moi aussi je me retrouve. Ton intérêt égoïste, ton intérêt personnel évolue au priorité sur l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Malheureusement, les Congolais, si vous êtes manipulés. Lèvons-nous, réveillons-nous, prenons conscience. Nous n'avons que ce pays. On n'a pas un autre pays. On est nié ce soir. Donc, vivre malade, pas la biso. Vous êtes chez vous. Le Rwanda, depuis tout ce temps, rêve là, c'est de balkaniser le Congo. Et réveillez-vous, partagez cette information dans des écoles, dans des universités, dans des églises. Il faut en parler. Il faut maintenant se comprendre que le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Motonio soit Kolobana Rwanda, non, on va le combattre. Celui qui va dire oui, c'est celui-là que le Rwanda va soutenir. Et il va le soutenir pour un temps, mais après, il va aussi le faire partir. Nous n'avons qu'un seul pays. On va parler de la guerre contre les ADF. Oui, c'est l'un des conflits que on n'en parle pas assez. Si. Moi, je crois qu'on devait en parler assez. Si. De l'autre côté, il y a l'Itoul. Ouais. Il y a des ADF de ce côté-là. Il n'y a pas l'Itoul. Il y a le Nord Kivu. Même dans le Nord Kivu. Le Nord Kivu, le territoire de Beni, le territoire de Lubero. Maintenant, on a le territoire de Mombasa, le territoire de Irumu. C'est depuis longtemps qu'on a commencé aussi à faire la guerre contre les ADF. L'évaluation, où en sommes-nous avec ça? Je voudrais bien vous dire que si ces combats-là des ADF, le président de la République, Antoine Félix Tshilombo, avait compris la dynamique de ces combats. Un combat où était mélangé intégrisme religieux, mais aussi
objectifs économiques de la part des gens qui, effectivement, ils mènent une guerre, ça s'est dévoilé, les EDF. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur leur identité, je voudrais bien m'attarder sur la stratégie qui a été mise en place par le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pour les combattre et où en sommes-nous aujourd'hui. Alors, je vous ai amené une carte. Il a été décidé entre le président de la République démocratique du Congo et le président de l'Ouganda, une opération conjointe qu'on appelle opération Shuja. Shuja, qui soit signifie la bravoure. Cette opération concerne la zone que vous voyez sur les tableaux là. C'était l'ancienne zone dans laquelle les EDF commettaient beaucoup d'exactions. Vous avez la chefferie de Bachou, dans la vallée de Moualika. Vous avez la chefferie, les secteurs de Rwenzori. Vous avez les Benimbaou. Et vous avez dans le territoire de Beni la chefferie de Watalinga. Et puis vous avez la partie de Irumu vers Boga où les EDF commettaient des exactions, tuaient les gens chaque jour. Par exemple, la route Kassim du Butembo, les véhicules étaient brûlés pratiquement chaque jour où cela a été fait. L'opération entre les FRDC et l'UPDF a commencé bien évidemment sur cette partie-là qui est une partie de la frontière. Et comme vous pouvez bien le voir, aujourd'hui ça fait 2 ans. On n'a aucun incident dans la chefferie de Bachou, alors qu'il y avait des massacres pratiquement chaque semaine. On n'a plus d'incidents à Boga aussi, sur la route Beni Kassindi. On n'a plus d'incidents à Lungupa ou à Lumé. Ça fait 2 ans, on n'a pas d'incidents. Il y a moins d'incidents sur le Watalinga. Il y a des incidents sporadiques autour de la ville de Beni et de Oicha, mais ce n'est plus comme avant. La partie de Mangina, aujourd'hui, il y a un calme relatif. Alors, les EDF, ils ont fui, ils sont allés maintenant vers la partie du territoire de Lubero, notamment la partie la plus exposée, qui est la partie de Mangorojipa, de l'ouest de la ville de Butembo. Alors, pourquoi je parle? Il y a une carte que je voudrais vous montrer là-bas. Cette carte met en évidence une réalité que les gens ne veulent pas écouter. C'est une carte qui montre la zone dans laquelle aujourd'hui est concentrée l'occupation. Une autre carte, je voudrais que vous la mettiez. Une carte qui vous montre que maintenant les opérations du M23 se concentrent dans une zone, les opérations du EDF se concentrent dans une zone proche du M23. Je voudrais qu'on montre cette carte-là, qui montre la zone de Mangorojipa. Voilà, c'est la carte là. Si vous voyez cette carte, vous allez voir la poche là, à côté de la ville de Butembo. C'est dans cette zone-là, Mangorojipa, Biambwe, Makoko, dans laquelle se concentrent les tueries des EDF. Mais c'est une zone qui est très proche de la zone qui est occupée par les M23 du côté de Katondi et sur la route de Kassou. En fait, les renseignements que nous avons des terrains démontrent que les cellules dormantes des EDF dirigés dans cette zone par un rebelle qui s'appelle Abou Akassi, qui est un arabe, ils sont en collision avec des éléments du M23 qui les fournissent des armes pour qu'ils créent le désordre autour de la ville de Butembo et ainsi justifier la prise de cette ville par les M23. Je voudrais souligner à ce stade que cette zone-là, que dans cette zone-là, les attaques sont menées par les EDF, comme celles qui étaient menées à Beni il y a 3 ans, 4 ans. On marche avec une propagande. C'est-à-dire que les EDF, quand ils viennent tuer, ils tuent soit à côté d'une base de FRDC. Ils ont un mode opératoire. Soit à côté d'une base de l'UPDF, soit à côté d'une base de Wazalendo. Et donc, le modus operandi a comme objectif de discréditer les forces gouvernementales ou les forces coalisées qui sont dans la zone pour que la population dise c'est eux qui nous tuent.
Il cherche à charger. Il cherche à charger. Et c'est un mode opératoire qui est vraiment très proche du mode opératoire de Rwandais. Vous avez vu par exemple qu'avant la prise de Luvungi, ils ont tiré des bombes sur Luvungi et ils ont fait des communiqués pour dire que c'est les FARDC qui sont en train de bombarder la population. Ils ont tué la population par des bombardements avant de prendre la ville. La ville de Goma, avant la prise de la ville, c'était la même chose. Ils tirent des bombes dans la ville et puis ils disent que c'est les FARDC qui ont fait la même chose. Donc, le modus operandi que les ZDF utilisent aujourd'hui autour de Manguruji par des Biambo et ainsi de suite, c'est le même modus operandi des M23. Et donc, les renseignements qui attestent que quelques réunions ont eu lieu dans cette forêt de Mangurujipa entre les M23 et les ZDF pour appuyer les ZDF à commettre des massacres autour de cette zone, c'est des informations qui sont crédibles. Mais je voudrais bien montrer ces résultats en disant l'opération Shuja entre l'UPDF, l'armée ougandaise et les FARDC, elle produit des résultats. Bien que dans la partie de Lubero, se concentre des massacres, moi je suis persuadé que si cette opération est intensifiée et que les M23 sont délogés de la zone où ils ravitaillent plus facilement les EDF, dans cette zone-là de Mangurujipa, les EDF n'ont pas une possibilité de se ravitailler en armes. Ils vont être à bout du souffle et cette opération pourra apporter des succès. Donc, c'est vraiment l'occasion pour moi de pouvoir encourager les autorités militaires à étendre cette opération vers la RN3. Puisque vous savez que lorsqu'ils vont être délogés de ce côté de Manguruji, par le territoire de Lubero, ils vont se déplacer soit vers le territoire de Bafasende, soit vers Walikale, soit du côté de Maniema. Et donc, pour les empêcher de pouvoir passer par cette zone et avoir la possibilité, je voudrais que l'opération Shuja soit étendue à la RN3, donc la route Kisangani-Walikale, pour que, effectivement, leur mouvement à l'intérieur soit pris à charge, qu'on ne le pousse pas vers l'ouest où ils vont aller commettre des massacres, mais qu'ils soient contenus à partir de Walikale, de la RN3, de Lubutu. Et donc, c'est plaidoyer que je l'ai déjà fait à des instances où cela est fait, mais c'est une opération qui vaut la peine d'être soutenue, l'opération conjointe. Le message est passé, je pense que l'autorité est en train de suivre. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs, sur Bossolo Télévision, qui reste votre seule chaîne au cœur des investigations. On va prendre le tout dernier point. On va parler sur la diplomatie. On va rester sur la diplomatie. La guerre, c'est bien, mais il faut préparer la guerre. Il faut mettre les moyens. Il faut former l'armée. Il faut réformer l'armée. Il faut avoir une diplomatie agissante pour faire face à l'enjeu au Getembo Kalelo. Le président Félix Tshisekedi est allé aux États-Unis d'Amérique. Tout a commencé avec les négociations au niveau de l'Afrique. On a vu Nairobi, nous avons vu avec l'Angola, on a vu pas mal des médiateurs africains en train de nous aider, chercher à nous aider à résoudre ce problème, à arrêter définitivement cette hémorragie. Mais à notre niveau, ça n'a pas tenu. Et finalement, nous sommes allés à Doha. Malheureusement, même au niveau de Doha, nous n'avons pas obtenu gain de cause jusqu'à présent. Mais il fallait compléter avec tout ce qui s'est passé avec Doha au début, des petites négociations de part et d'autre. Chaque partie était exigeante. Ça n'a pas tenu. On va se retrouver aux États-Unis d'Amérique. Je suis heureux d'avoir pris part le jour de la signature entre le président Tshisekedi et le président Kagame sous la médiation, bien sûr, des États-Unis, représenté par le président Donald Trump. Nazalaki Walalakati, nous avons vu. Tout le Congolais, Nazalaki n'a espoir qu'après signature à l'accord, il y aura la paix définitive. Parce qu'il y a un monde de Batubalobaki. Malheureusement, de notre retour, Ouvira est attaqué. Pourquoi Tshisekedi devrait aller dans les États-Unis d'Amérique? On s'entendait quoi? Barrosa et la vision Venezuela, on va arrêter Kagame un jour. Pourquoi les présidents étaient-ils partis là-bas? Pour chercher quoi? Quel est l'apport de cette diplomatie menée par Tshisekedi alors que les zones occupées continuent à être dirigées par lui? Merci beaucoup. Je crois que vous pouvez, tous ceux qui lisent les signes des temps, moi je suis chrétien, toi aussi, et je crois beaucoup à la prophétie, à l'esprit des prophéties. Tous ceux qui lisent les signes des temps, ils comprennent pourquoi le président Tshisekedi est allé aux États-Unis et non nulle part ailleurs. Dans cette dynamique de la guerre,
dans laquelle nous nous retrouvons. Avec, avouons-le, je l'avais dit à ce plateau que l'ennemi était, je sentais qu'il était beaucoup plus préparé que nous. Il y a une année, hein, que je l'ai dit, avec la possibilité d'acquérir une technologie plus moderne que la nôtre par l'Occident, la possibilité d'étouffer toutes les démarches diplomatiques et médiatiques au niveau international, ça on le voit. Le président n'avait pas de choix, d'autre choix, pour le bien de la RDC, de chercher une alliance constructive, une alliance basée sur un intérêt mutuel avec les États-Unis d'Amérique du président Donald Trump. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que les mêmes minéraux sur lesquels nous avons fait le deal avec les États-Unis, ce sont les minéraux pour lesquels, effectivement, le Rwanda a fait des deals avec d'autres États obscurs. Même pas obscurs, je ne parle pas de l'Union européenne. Il a signé un deal avec l'Union européenne pour fournir des minéraux, mais il n'en a pas. C'est-à-dire que ce deal a été fait sur base de minéraux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc la RDC, et ça c'est là où je vous dis vraiment, je ne sais pas quelle inspiration le président de la République a eu. C'est vraiment très intelligent d'avoir dit, au lieu que le Rwanda fasse ce deal sur ces minéraux et que ces puissances les soutiennent pour venir déstabiliser la République démocratique du Congo, mieux vaut que la RDC elle-même porte l'esprit des deals qu'il fait avec les États-Unis pour l'exploitation de ces mêmes minéraux, mais pas seulement au bénéfice des Américains, mais surtout au bénéfice de la République démocratique du Congo et des Congolais. Et c'est le travail qui a été fait. Je voudrais que les gens comprennent que, par exemple, BCA Mining, qui se trouve à Walikale, lorsque le M23 a progressé vers Walikale, il n'a pas réussi à atteindre la route BCA. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise stratégique américaine, BCA Alpha Mine, et les intérêts des États-Unis étaient touchés. Puisque c'est cette usine qui est la troisième grande usine, qui est la troisième grande mine d'été au monde, et donc la perturbation de l'activité de cette mine pouvait perturber l'offre mondiale de l'été. Vous avez compris? Et vous avez vu qu'ils n'ont pas réussi à avancer à partir de Walikale et qu'avec la stratégie, bien évidemment, de Wazalendo, qui les ont coupés de derrière, ils ont quitté la catastrophe. Walikale ne sachant pas. Alors, c'est-à-dire que si vous avez BCA Mining, par exemple, si vous avez à Walikale qui est le territoire le plus riche de la République démocratique du Congo, si vous avez une autre, par exemple, à Massissi, à Rubaya, qui exploite les coltas, si vous avez une autre qui fait le pétrole dans le lac Édouard, une autre dans le lac Albert pour le pétrole, si vous avez une autre grande entreprise américaine, par exemple, qui se lance dans la tourmaline, qui se lance dans l'or, à l'est de la République démocratique du Congo, moins de gens auront l'audace de venir attaquer cette partie du pays, comme vous le savez, qui fait partie des complots. Un complot qui n'est pas seulement rwandais, mais qui semble être un complot international. Donc c'était très intelligent pour le président de la République de s'allier à un fort pour que cette fois-ci les minéraux soient exploités. Pas au bénéfice du Rwanda, puisqu'il le fait depuis 30 ans. Parce que les gens se disent non, on vient prendre nos minéraux, mais on les prend tous les jours. Et ça va au Rwanda. C'est ça qu'il faut couper. Le président a cherché à imposer aussi la guerre des puissances. Aujourd'hui, il y aura une guerre des puissances. Le Rwanda est sous-traité par les Occidentaux, les grandes puissances du monde, mais les États-Unis aussi signent avec le Congo, les grands pays du monde. Donc il y aura maintenant la guerre à ce niveau-là. Et donc je voudrais vraiment saluer cette intelligence. C'est une stratégie. C'est une intelligence stratégique qui vous permet d'avoir à côté de vous un fort. Aujourd'hui, qui savait que les M23 allaient, quand ils ont pu ouvrir, ils avaient le vent à poupe. Hein? À l'heure où je vous parle, le mythe était le petit message de Marco Rubio qui a dit « Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. » Je crois que on ne parlerait pas le même langage, il serait à Kalemi. Nanga a dit qu'ils ont été contactés par les États-Unis. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, à ce moment ici, on parlerait, il serait à Kalemi. Puisque, bon, je suis honnête de vous dire que sur la route, il n'y avait pas grand-chose.
Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir l'état de nous préparer Ça dit pour le moment, ça veut dire que c'est-à-dire le Congo pour le moment, le Congo ne compte que sur les États-Unis. je ne dis pas, je ne dis pas ça. Mais avec la logique qui nous est imposée sur le terrain, nous sommes obligés de compter aussi sur la diplomatie. Et je crois que ça a été bien fait, ce que le président a fait. Ce n'est pas que le pays a été vendu. Je voudrais bien dire aux Congolais que tous les autres pays, même la Chine, a signé des accords avec les États-Unis pour son industrialisation. Ça n'a jamais été la vente du pays. Tous les pays qui sont en train de se développer, même l'Europe pour se développer, ils ont eu un plan Marshall. Ça veut dire que les États-Unis les ont appuyés à pouvoir se développer. Ce n'est pas un péché pour un État de s'appuyer. Nous ne sommes pas les premiers à avoir signé avec une puissance pour nous aider à développer notre industrie minière et notre industrie agricole. Je suis ministre de l'Agriculture aujourd'hui. Je reçois beaucoup de délégations américaines qui disent, voilà, par rapport au corridor de mobilité qui est appuyé par les États-Unis, nous voulons aussi avoir de grandes industries agricoles autour. Et moi, je leur ai dit, bon, ça ne sera pas seulement là-bas. Il faut que prenne la Lomami aussi, qu'il bénéficie aussi des externalités positives de cette action de la grande industrie minière qui va être développée. Donc, c'est une intelligence stratégique du président Tshisekedi d'avoir fait ce pas vers les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'à travers cette intelligence stratégique dont vous venez de parler tout à l'heure, la guerre, la balkanisation est évitée et que cela fait une longue guerre des décennies? Je voudrais bien mettre une bémol. La bémol, c'est de dire aujourd'hui, il est évident que si nous gérons bien, je le dis très bien, si nous gérons bien cette opportunité de l'accord de Washington, nous pouvons éviter, dans les premiers temps, des déconvenus que nous aurions dû avoir du Rwanda. Mais la solution ultime, c'est que nous puissions profiter de cette opportunité pour construire une armée forte et professionnelle. Tant que nous n'avons pas les prétentions d'aller envahir notre pays. En tout cas, la RDC n'a jamais eu de prétention ni d'attaquer le Rwanda, ni d'attaquer le Burundi, puisque nous sommes autosuffisants, nous n'avons pas de problème avec les voisins. Mais nous devons construire à l'interne une force dissuasive pour que même demain, si Trump n'est pas président, que nous soyons capables de nous défendre nous-mêmes lorsque nous sommes attaqués. C'est très important. Profiter de cette opportunité pour construire une armée professionnelle qui nous protège. Alors, mais il y a la mise en œuvre qui pose problème jusqu'à présent. Alors, au niveau de la mise en œuvre, je voudrais bien vous dire d'abord une chose. Dans le cas de la mise en œuvre, comme vous le savez, l'accord qui a été signé, elle a distingué deux processus. Le processus de Washington, qui est un accord que nous avons signé avec les Rwandais, et je voudrais bien que les gens le sachent, pour ne pas mettre d'amalgame. L'accord de paix signé entre nous et le Rwanda n'a rien à faire avec le deal économique que nous avons signé avec les États-Unis. Ça, c'est notre accord, c'est un accord économique. D'ailleurs, lorsque le deal était signé, le président Kagame n'était pas sur place. Voilà. Donc, il y a eu d'abord la première signature des accords de paix, ce qui a permis à Kagame de prendre part, tous on a vu, parce que moi j'étais dans la salle, le président Kagame, le président Tshisekedi et le président Donald Trump. À toi, ils ont signé devant la presse et il y avait d'autres chefs d'État africains, notamment le président angolais, le président Ruto et autres. Mais lorsqu'à la deuxième partie, il était question de signer maintenant les deals économiques, c'était le Congo et les États-Unis. Voilà. Le président du Rwanda n'a pas pris part. Et c'est ça l'amalgame que certains opposants essaient de créer dans les esprits des gens. J'ai même vu des évêques qui s'amènent. Ils parlent de Donald Trump. Ça n'a rien à faire. Il y a un deal entre les États-Unis et la RDC, comme il y a eu un deal entre la Chine et la RDC. Donc c'est pas oui, c'est pas question que d'amalgame. Alors maintenant le deal entre la RDC et le Rwanda, qui est un accord de paix entre les deux États, il y a des étapes à suivre à l'intérieur de cet accord. La première chose, c'est les CONOPS. Et je voudrais dire à tout le monde qui va m'écouter que les discussions internes sur les CONOPS sont très avancées. Par exemple, un des éléments de blocage pour ce qui concerne les CONOPS, c'est que, bon, il y a une carte que je voudrais que vous montre ici, sur le FDLR. Elle est importante. Très bien. On va c'est cette carte-là.
Si vous voyez la zone occupée par les M23, à l'intérieur de cette zone, selon le rapport des Nations Unies, c'est à l'intérieur de cette zone que se trouverait, je l'ai dit bien, le FDLR. Et vous voyez, la zone qui est encerclée, c'est autour de la ville de Goma, notamment si le volcan, entre le volcan Nyamulagira et le volcan de Nyiragongo. Et l'autre zone, c'est la zone de Boucha, notamment dans le Binza, où se trouverait, selon le rapport des Nations Unies, quelques poches de FDLR. Je dis se trouverait puisque vous voyez la carte, la première zone, elle est à quelques mètres du Rwanda. Et puis pour vous dire que le Rwanda a réussi à aller occuper Uvira et laisser à côté de sa frontière des poches de FDLR. Est-ce que c'est des vrais ou des faux? Ça, c'est un problème. Alors que lui, il est à la recherche de FDLR. Lui, il est à la recherche de FDLR, il est à Uvira trop loin là-bas, alors que le FDLR serait à quelques mètres de sa frontière, dans les zones que nous avons achetées. Pour combattre ces gens, puisqu'il est dit que c'est les FARDC qui vont le faire. Les FARDC ont besoin d'avoir accès à une zone qui va leur permettre de combattre ces gens. Et la seule zone de débarquement qu'ils ont, c'est l'aéroport de Goma. Est-ce que vous me suivez bien? Si, je vous suis très bien. Ça veut dire que pour que les FARDC attaquent ces gens-là, ils doivent d'abord occuper l'aéroport de Goma. Donc le CONOPS va certainement démarrer par le déploiement de FARDC à l'aéroport de Goma qui doit être réouvert. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. Je comprends. Donc, alors, moi, ma proposition, ça c'est moi personnellement. Pour que personne n'a prétexte d'ignorance, cette opération qui doit se passer autour de Nyamulangira et de Nyiragongo et dans les Binza, elle doit se faire conjointement avec les autres forces qui sont sur le terrain, notamment dans cette zone-là, puisque vous avez au nord, du côté de Lubero, les UPDF, l'armée ougandaise. Bon, les Rwandais, ils occupent la partie qui est concernée, et les FARDC, comme ça, il faut une opération conjointe là-bas. On va voir si les FDLR existent là-bas ou s'ils n'existent pas. Comme ça, à ce moment-là, ça nous évite de retomber dans les prétextes. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a dit, moi, je vais appliquer les accords. Et je crois que c'est le message de notre gouvernement. Les accords qui ont été signés, on passe par la case du CONOPS. Nous, la RDC, nous avons des troupes qui sont prêtes, qui vont aller se battre pour vérifier si à ces endroits-là, il y a les FDLR. Et pour qu'ils se battent, ils ont besoin d'accéder à l'aéroport de Goma. Et cet aéroport, lorsque les FARDC seront déployés là-bas, ils vont devoir faire le travail correctement et nous ne sommes pas complexés. Si le Rwanda veut mettre des témoins pour l'accomplissement de cet accord, ils seront la bienvenue. On va le faire ensemble. Mais ça devient un blocage pour eux, puisque vous avez suivi quand le président Macron a demandé l'ouverture de la ville de l'aéroport de Goma. Même pour les besoins humanitaires, c'est le Rwanda qui a été le premier à dire non, nous c'est le M23 qui doit le faire. Vous comprenez? Donc la mise en œuvre, ce n'est pas de notre faute. Nous sommes disposés et nous allons le faire puisque les États-Unis nous demandent de le faire. Toujours de bonne foi. Elle est de bonne foi pour pouvoir appliquer. Et nous avons des troupes qui vont être déployées à l'aéroport de Goma pour faire ce travail-là. Donc ça, je voudrais vous le dire. Alors, la deuxième étape de ce processus, c'était Doha. Nous sommes allés à Doha et nous avons signé le premier accord. Je voudrais bien ici profiter de ce moment pour dire que lorsque le président avait dit que moi je ne vais pas négocier avec ces gens, même s'ils arrivaient devant ma porte, les gens avaient dit mais non, il suffit seulement qu'il aille négocier, la guerre va s'arrêter. Je ne sais pas si vous comprenez. Si. Vous vous souvenez de ça? Le président avait bien prévenu, je crois que c'est lui qui avait raison. Il a dit ces gens n'ont pas besoin, ils ne veulent pas négocier. Ces gens ne veulent pas négocier. Ils n'ont aucun intérêt de négocier. Les gens ont dit non, qu'il aille négocier. Qu'il aille négocier, oui, il a accepté de négocier. On a signé un accord à Doha. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons signé et cessé les faits à Doha. Et le lendemain, ils ont attaqué Uvira. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Ça veut dire que il faut le contraire de ce qu'on a signé. Et donc la médiation a demandé qu'ils quittent les zones qu'ils ont nouvellement occupées avant que nous ne puissions finaliser le processus de Doha. Et nous, on attend.
Bon, on le voit bouger peu à peu, on attend qu'il bouge complètement. Comme ça, on va aller finaliser le processus. C'est-à-dire que le processus consiste, à bref, à trouver le mécanisme, comment tous ces rebelles vont être cantonnés, hein, ils vont être démobilisés, et c'est le processus là sur lequel on doit signer des accords. Est-ce qu'il y aura une ouverture politique ou pas? Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Il faudra éviter de franchir seulement les lignes rouges. Hein. Ça, ce n'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire, mais bon. Dans un accord de paix, il y a toujours des compromis. Malheureusement, dans un accord de paix, il y a toujours des compromis. Ouais. Et donc, nous, on attend qu'ils évacuent les zones, qu'ils retournent jusqu'à Kamagnola, et puis qu'on ait finalisé l'accord de Doha. Donc, la RDC, elle est clean, elle n'a pas de problème. Nous, on a signé des engagements devant le président Trump, et nous sommes engagés à les respecter à la lettre. Et donc, la balle n'est pas dans notre camp. Très bien. Et je suis très sûr qu'avec l'environnement international, les choses vont bouger. Les choses vont bouger, et espérons, on verra comment les choses vont se passer. Mais peut-être pour terminer, l'opposition, de son côté, pense que seul le dialogue peut régler la question. Est-ce que vous partagez la vie? Alors, le dialogue est permanent. Le président de la République a dit à plusieurs reprises qu'il était vraiment ouvert au dialogue. Vous vous souvenez qu'il a rencontré Martin Fayoulou. Il a demandé aux gens de venir rejoindre qu'on fasse le gouvernement d'union nationale. Donc, le président n'a jamais été opposé au dialogue. D'ailleurs, il a dit qu'il est prêt à accepter les initiatives qui vont être faites au niveau régional d'ici de suite. Ce que je voudrais dire aux Congolais, c'est que le dialogue, là, dans le format que les gens cherchent, le partage de postes, ne va pas résoudre la question de la guerre de l'Est. Je ne sais pas si vous me comprenez la nuance. Si on appelle Katoum sur la table, Fayoulou sur la table, on appelle je ne sais qui sur la table, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de la guerre de l'Est. La guerre de l'Est, c'est le Rwanda qui a ses objectifs. C'est déjà le dialogue, c'est déjà qui pousse effectivement puisqu'ils veulent avoir des postes. Ça, c'est pas un problème. Les pays nous appartiennent. Tout le monde s'y négocier avec le Rwanda, il faut imposer la solution. Tout le monde peut venir participer au gouvernement, c'est le pays pour nous tous, mais on n'a pas besoin de tuer les Congolais pour ça. Moi, c'est ça, ce qui m'écoeure, le trophée qu'on donne aux faiseurs de guerre, aux gens qui tuent les gens, et on vient les donner des trophées pour dire que voilà, tu as bien tué les gens, tu deviens ministre de la Défense. Tu as bien tué les gens, tu deviens ministre de ceci. C'est ça qu'il faut, éviter. Le dialogue, il est bon, je crois que le président n'est même pas opposé au dialogue. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de mettre fin à la guerre. Moi, je crois que si vous me posez la question, entre Doha et le dialogue politique qui doit être fait, qu'est-ce qu'elle est la priorité? Je vais vous dire, Doha, c'est la priorité, puisque ça nous permet de prendre des mesures de mise en œuvre du démantèlement du M23. Ça, c'est plus urgent que d'aller partager le poste, puisqu'on peut aller le partager et ne pas obtenir la paix. La paix, ça c'est juste. Mais à cette allure, pour terminer, je pense qu'on ne peut pas espérer avoir des élections en 2028. Mais moi, je ne vais pas entrer sur ce schéma-là. Je suis très optimiste. Dans mon optimisme, je crois qu'on va mettre fin à la guerre. Avant 2028. Et je crois qu'on va organiser les élections en 2028. Oui. C'est la Constitution qui nous oblige de le faire. Après, la politique a des calendriers qui dépendent de beaucoup d'événements, mais moi, j'ai l'espoir qu'on va arriver à 2028 et a déjà réglé cette question de la guerre et qu'on va aller aux élections sans problème. Alors, nous sommes un pays démocratique. Et c'est même ça que tous les pays de la région ont dit à Kabila quand il a fait le tour de tous les pays pour demander qu'on les soutienne dans sa guerre. Les gens ont dit, mais la RDC a fait des élections. On a un président qui a été élu par 73% des Congolais. Vous les combattez pourquoi? Il a toute la légitimité. Et puis Nanga a dit non, mais on dit, mais Nanga, c'est toi qui étais le président de la CENI. C'est toi qui as proclamé le président de la CENI. Tu ne les as jamais refusés. Donc, c'est toi qui as installé le président. Comment tu peux chercher à démettre quelqu'un qui a été démocratiquement élu? Et donc, tous ceux qui sont épris des bonnes pratiques de démocratie, ils croient que c'est pas opportun de soutenir quelqu'un qui fait la guerre pour le changement de régime élu démocratiquement. Un changement de régime qui a 5 ans, après, il va se renouveler. Mais aussi avec plusieurs arrestations de certains opposants ici à Kinshasa. Il faut faire la nuance.
je crois que je n'entrerai pas dans le fond de cette question. Moi, j'ai été opposant. J'ai été arrêté aussi. Moi, j'ai fait une année en prison. Kabila m'a mis une année en prison. Député de mon État, on ne m'a même pas enlevé les immunités. Une année en prison. Je suis en train d'écouter les gens raconter des histoires, mais j'ai été soutenu. Je peux vous le dire clairement que quelqu'un comme Minakou, il m'a soutenu, il était président de l'Assemblée, il a dit on ne peut pas arrêter député pour avoir exprimé, même si j'avais dit que Kabila était le commandant de M23, mais c'était mon opinion. C'est pas ce que je voyais sur le terrain. Et aujourd'hui, les événements me donnent raison. Mais j'ai été soutenu par les gens qui ont dit en démocratie, la liberté de parole est là, il y a une procédure pour que les députés soient arrêtés. Mais malgré ça, je suis allé en prison sans qu'on ait levé mes immunités, et ainsi de suite. Je voudrais dire qu'il faut faire les distinguos entre les choses. Il y a des gens qui sont ici, qui sont en train de collaborer avec la rébellion. Daniel Safou était ici, non? Oui. Est-ce que vous saviez qu'il était en communication avec la rébellion déjà depuis? C'est maintenant lorsqu'il est arrivé à Goma que les gens se rendent compte qu'il est devenu M23, mais il était déjà M23 à partir d'ici. De nous. Et donc, si la République arrête des personnes pour lesquelles ils ont des preuves, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons maintenant la cybercriminalité qui fonctionne ici, pour lesquelles ils ont des preuves électroniques que la personne est en train de collaborer avec les rebelles, je crois que ça, ce n'est pas une arrestation politique, c'est vraiment une arrestation des complots, mais après, je crois qu'il faut passer devant la justice pour établir si vrai ou faux. Ils sont coupables de ce dont ils sont. En tout cas, moi, ce que je sais, je l'expérimente à Conseil des ministres. On n'a jamais eu un président autant démocrate que Tshisekedi, qui nous permet même la contradiction à Conseil des ministres. Quand le ministre n'est pas d'accord avec quelque chose, il le dit après Conseil pour dire je ne suis pas d'accord avec ça, même si c'est le chef qui l'a dit. Et il accepte de dire monsieur le ministre, il a raison. Ça, c'était démocrate. Donc, on ne peut pas vraiment accuser le fils d'Étienne Tshisekedi, le père de la démocratie, l'accuser d'être dictateur, d'avoir arrêté les gens. Et je crois que ceux qui sont arrêtés, lorsque je sais par exemple que le vieux Kaboulou avait été arrêté, le président a demandé qu'on lui donne des preuves de ce qu'il est, il a trouvé que ce n'était pas suffisant pour qu'il soit arrêté, il a été relâché. Emmanuel Chardarié, vous avez... oui. Il y a je suis sûr que ceux qui sont arrêtés, il y a des raisons pour lesquelles ils sont arrêtés, sinon... Il ne faut pas spéculer. Sinon, ils n'ont pas leur place à prison, sinon rien fait. Très bien. Votre dernier mot pour aujourd'hui? Mon dernier mot, c'est que je souhaite lever le meilleur à toute la population de la République démocratique du Congo, et particulièrement à la population des zones occupées. Et je leur dis que nous faisons tout ce qui est possible. Ici, je n'ai parlé que de la politique. Je n'ai pas parlé de ce qui est au-dessous. Tout ce qui est possible pour que la paix revienne. Un message en Swahili. Et je suis très sûr que la paix va revenir. Je profite aussi pour souhaiter bonne chance à notre équipe nationale. Je crois que demain, en tout cas, nous voulons cette victoire. Vraiment, il faut qu'on gagne l'Algérie. Battez-vous. Non, d'abord, avant la coupe, gagnez l'Algérie. Gagner l'Algérie, donner un peu de sourire à tous ces milliers de Congolais qui souffrent, qui sont dans la colonisation aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Un message en Swahili. Mabibi na bwana, marafiki, mandugu, nyinyi mnaokuwa mashariki mwa Kongo, mnajua kama saa hii nchi yetu tunapitia kipindi kigumu sana na mgogoro huo ambao nchi ya Rwanda na rais wa Rwanda Paul Kagame anayotufanyizia hapa mashariki mwa Kongo. Najua sababu tunafuata kila siku na tunapata message zenu kila siku, namna gani watu wanapigwa fimbo, namna gani watu wanakazwa kwenda kwa manifestation, namna gani watu wengi wanauliwa bila sababu yoyote, namna gani uchumi umeporwa, namna gani wale watu wanachukua pesa pale Goma ambayo wanalipisha wanapeleka Rwanda, namna gani tumeingia tena katika ukoloni wa Rwanda kama ilivyokuwa awali hapo wakati wa RCD. Lakini nawaambia kitu kimoja, tuungane mkono na tuweze kukua nyuma ya rais wetu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, sababu naye halali kila siku anafaa juu chini, ili tuhakikishe ya kwamba Kongo tunapata sasa uhuru wa kweli, ambao majeshi zetu na vijana wetu wazalendo watapata nguvu ya kuweza kukinga na kuweza kupigania nchi yetu vizuri. Nadhani
Hii si wakati ya kuzungumza mambo mingi, lakini ninawatakia mwaka mpya na kila laheri, na ninawaambia kama nawapenda sana, na ninajua gizi hapa awali siku si muda si mwingi tutaweza kuonana tena tukisherekea uhuru wa Kongo yetu. Asante sana. Merci beaucoup. Merci d'avoir été de notre meilleur vœu encore une fois. Yes. Allez, nous avons reçu pour vous M. Moïndo Nzangi, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, mais il est député national aidé de la ville de Goma. Nayambi, alors la députée, il a parlé. Je pense que le message est passé. Congolais restons unis. Mboka Isa Biso. Bolo Bamala Mupona Congo. Bosala Mala Mupona Congo. Bokanisa Mala Mupona Congo. Ezali et patrimoine commun et nous devons protéger. Nous devons être animés de cet esprit patriotique. Nous devons protéger les intérêts, défendre les intérêts du pays aujourd'hui, c'est rassurer l'avenir de nos enfants. On nous a donné un Congo uni. Ne cédons pas un ennemi pour lui donner l'opportunité de pouvoir balkaniser le pays. Nyonso ezolekana est ezalo kuta, makiona, manipulation. L'objectif principal de l'ennemi, ce n'est pas de voir Tshisekedi partir. L'objectif de l'ennemi, c'est pour balkaniser le pays. Il cherche à récupérer des terres dans Mboka na biso. Azo wanganaka na sima. Abundisaki Kabila, abundisaka Mozele Père, abundisaka Mobutu, azobundisa Tshisekedi. Gouvernement oyekoya bako subir même sort jusqu'à ce que ba balkaniser. Ceux qui ba balkaniser bako continuer mission na bango. Alors, la non-balkanisation ezo dépendre na yo. Conscience, prise de conscience yangana yo. Patriotisme yangana yo pour arrêter l'hémorragie. L'ennemi est à la porte. Nous devons parler le même langage. Nous devons voir de la même manière. Nous devons être unis comme des pierres dans la pyramide. Nous devons nous battre derrière la maison. Mais devant l'ennemi, nous avons le devoir d'être unis pour défendre les intérêts communs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bonne année encore une fois. La rediffusion à 20h et demain à 7h du matin. Je suis Sango. Maître plein, Sangoku suprême, chef de poste officier de permanence Tata Malungi. Ça n'est fini et à très bientôt.